Bonjour, bonsoir, salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast Etashkila. Aujourd'hui, beau petit programme encore une fois, avec un beau casting encore une fois, le retour de Heidi. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonjour, salam alaikum. Ouais, le retour après petite absence au dernier podcast. Inch'Allah, on va passer un bon moment ensemble. Sofiane. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Inch'Allah, on passe un très bon moment ensemble et très content d'ailleurs des retours qu'on a eu sur le podcast de la CAN 2004. Agréablement surpris agréablement surpris. Voilà, on s'attendait un peu que ça allait tourner, mais je suis très content que les gens ont pu se remémorer cette période faste du football tunisien. Et Walid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu. Walid, toujours un plaisir de te compter parmi nous. Merci beaucoup Khalid. Bonsoir tout le monde ou bonjour selon les fuseaux horaires. Exactement. De retour au sport aussi. On parlait du retour à la compétition. Ouais, j'ai vu que tu es revenu au sport. pour moi, c'est la salle de sport. Il est au taquet, Walid. Il est au taquet là. Il a raison. C'est fini le confinement, ça y est. Il faut rattraper tous les kilos qu'on a pris. Il y a un nouveau venu aujourd'hui. Il se fait appeler Han Solo sur Twitter. Annie, bienvenue à toi sur le podcast Etashkila. Bonsoir, bonjour à tous et très heureux de faire partie de ce podcast. Très bien, messieurs. Donc, le programme que j'ai énuméré au début de cette émission, on va parler du stage, de la phase 2, normalement, si je dis pas de bêtises, du stage de l'équipe nationale avec des nouveaux venus, des petits jeunes, on va en parler, on va en débattre ensemble. Du stade à Sfax, vu qu'il y a le stade à Sousse qui est en train de se construire et bientôt de se terminer. Sfax a un projet depuis très longtemps de faire un nouveau stade, plus beau, etc. On en reparlera. Les expatriés, avec une grosse parenthèse sur le championnat turc qui reprend avec Montassar Talbi, avec Meria, Haded, etc. Et pour conclure l'émission, le Mercato Express avec l'épisode Mohamed Ali Ben Romdan. Est-ce qu'il doit partir en France ou est-ce qu'il doit rester à l'Espérance? Ça, on en débattra en fin d'émission. C'est parti. Heidi, je te laisse la main sur le stage en équipe nationale. Merci Khaled. Donc le stage de l'équipe nationale, quand on a eu une petite discussion, je crois, lors des derniers podcasts. Donc c'est un stage qui a été voulu par Mandrik Bayer et l'idée de base ou de départ pour lui, c'était justement de rassembler un peu les éléments qui sont bloqués en Tunisie, qui sont en confinement en Tunisie, qui jouent principalement en Arabie Saoudite ou quelques-uns en Égypte. Juste une question, aussi... excuse-moi, oui. Quand est-ce que le confinement se termine en Tunisie? Est-ce qu'il y a une date pour le déconfinement? Tu sais pas? Je pensais, peut-être que Walid nous dira exactement quand, mais je pensais que c'était le cas, que le confinement était déjà complètement levé, Fetouns. Walid, t'as une idée? Le couvre-feu, en tout cas, est levé, Khaled. Il y a un feu vert pour la reprise des activités collectives sous certaines conditions. Les cafés ont rouvert, les restos ont rouvert, les salles de sport avec 50% de capacité. Et on tend vers un déconfinement progressif avec une date du 27 ou 28 juin, je ne suis pas très sûr, concernant l'ouverture des frontières, mais ça reste à confirmer. D'accord, donc c'est ce point-là que je voulais avoir des précisions. Merci Walid. Après, on est bien aligné, Khaled, que le déconfinement plus l'ouverture des frontières, ça laissera peut-être certains joueurs repartir un peu dans leur club, et principalement les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Après, pour revenir un peu à ta question de départ, donc le stage, on voit un peu les photos sur la page de la Fédération tunisienne de football. On voit que voilà, il y a une préparation physique qui est très spécifique, qui est voulue par le staff technique à leur tête, Mandrik Bayer. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit un peu des joueurs très très motivés. Et c'est bien, sérieux. Très sérieux. Et je pense même qu'ils sont contents du retour des terrains. Mais bien sûr, en fait, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Walid la dernière fois, et même notre ami Mohamed Slim Ben Rafmen, qui travaille un peu avec la fédération. Je pense que Mandrik Bayer, il voulait voir quelques joueurs de près, voir un peu leur état de forme aussi, sachant que le dernier rassemblement de la fédération, il datait de novembre 2019, donc 8 mois après, c'est peut-être l'occasion de revoir un peu les joueurs et de près, et puis
remettre un peu d'ambiance quoi, dans l'équipe. D'ailleurs, Heidi, tu peux nous donner les noms des tout nouveaux joueurs qui en arrivaient? Il y a les deux petits jeunes. Oui, ça c'est une nouvelle qui est arrivée un peu, on va dire, en sous-marin. C'était hier, je crois. C'était hier. C'était pas annoncé, c'était pas officiel, il n'y a aucune information qui est sortie. Enfin, c'était hier, c'était jeudi 11, voilà. Ouais, c'est ça. Il s'agit de deux jeunes, Ziad Berim, un attaquant de l'Espérance de Tunis, et Chehab Labid, un milieu de club africain. Deux jeunes qui ont été excellents lors de la Coupe arabe U20 qui s'est déroulée en Arabie Saoudite et qui représentent l'avenir pour moi du football tunisien. Je ne sais pas si tout le monde autour de la table. J'en ai entendu beaucoup parler de ce joueur. Chehab Labid qui vient de Célienne, qui a été ensuite recruté par le club africain, et Ziad Berim qui est lui issu de Arienne et après a été recruté très jeune par l'Espérance. Voilà. Bah tiens, vu que tu rebondis, Sofiane, donne-moi ton avis sur ces nouvelles convocations. Bon, je pense que pour moi, ces deux convocations-là, c'est un message en catimini pour les clubs. Je m'explique. Ziad Berim, en toute honnêteté, Mouhaïn Chaabeni, voilà, l'intègre petit à petit dans le groupe, etc. Mais je pense que peut-être que ça soit aussi pour Chehab Labidi aussi, je pense que les deux clubs, que ce soit l'Espérance et le club africain, se prennent mal au niveau justement du développement de leurs jeunes. Là, il y a peut-être un message déguisé envers ces clubs-là, de la part de la fédération, de la part de Mondrek Bayer et du staff, je pense, comment dire, de dire au club, vous avez des talents bruts, il faut que vous les utilisiez pour votre bien et pour le bien de la sélection. Je suis d'accord avec toi, Sofiane. Je pense qu'en fait, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, ces deux joueurs-là, ils ont besoin de jouer. Et le message qu'envoie Mondrek Bayer, soit Mouhaïn Chaabeni, soit Alassane Drid, c'est justement, faites confiance à ces joueurs, faites confiance à ces deux pépites, hein, parce que pour moi, c'est deux pépites qui sont certainement perfectibles, mais voilà, il faut vraiment que les clubs fassent aussi confiance à ces jeunes, parce que l'avenir de l'équipe nationale est fait aussi de l'avenir de Chehab Labidi. Et aussi, on pourra peut-être tu sais très bien qu'à chaque fois qu'on dialogue à travers nos podcasts, il y a des idées qui me viennent en tête. Et peut-être qu'un jour, on pourra parler de ces générations de jeunes, on va dire, entre guillemets, de sélection tunisienne, qui n'ont pas forcément percé, on va dire. Et c'est aussi de leur faute en partie, mais c'est aussi de la faute aussi des clubs qui ne les ont pas mis dans des bonnes conditions pour justement atteindre le niveau souhaité. Et je pense que la fédération, au jour d'aujourd'hui, veut mettre en avant ces jeunes. Et c'est au club aussi de les mettre aussi dans les bonnes conditions pour être performants en sélection et pour pouvoir apporter aussi... pour pouvoir faire briller, on va dire, la formation tunisienne à travers le monde. On est bien d'accord. On parle de club, si je peux rajouter un élément par rapport à l'arbitre qui est, pour nous, clubistes, hein, pour la famille clubiste, quelqu'un d'important au sein des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure situation. On connaît tous la situation sportive et financière du club où on ne peut pas recruter à l'extérieur. Je pense que Mander connaît la situation et pousse justement à ce que l'arbitre joue en équipe première l'année prochaine. Et pour moi, en niveau timing, c'est très intelligent. Par contre, pour Berima, la situation sportive à Taraji, elle est beaucoup plus difficile pour lui pour s'imposer en équipe première. Ouais, c'est bien, Henny, d'aborder le point. Désolé, Hedi. On en parlait justement lors de l'émission spéciale Espérance. C'est tout le volet gestion de la post-formation à l'Espérance et le manque carrément de projet. Il n'y a pas de vision jeune à l'Espérance. Et je pense que sans cette convocation, Berima, de toutes les manières, n'aurait pas eu vraiment sa chance vu le côté ultra exigeant du public espérantiste et le fait que aujourd'hui, avant cette convocation, il y avait vraiment de sérieuses questions autour de ce jeune joueur, tout comme les Mimouni,
même Ramdan, il a fallu que Koulibaly se blesse, il a fallu que Kwame fasse une contre-performance pour qu'il joue. Manque de visibilité, en fait, c'est ça. C'est ça, donc une vraie réflexion à faire au niveau des jeunes. Qu'est-ce qu'on veut faire des jeunes, en fait, à l'Espérance? Et cette convocation, elle justement, elle remet cette question à l'ordre du jour. Après, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Ouais, mais je crois que tu as un petit problème de sang, mais enfin, je suis un peu d'accord avec toi, Walid, mais après, c'est une question aussi de perception des choses. Je pense que quand tu vois l'effectif de l'Espérance de Tunis aujourd'hui, surtout en attaque, ils ont Ouattara, ils ont Tahar Yassine Khnisi, ils ont sur les côtés le Honi, bon là il va partir, on va parler de lui. Ils ont aussi les deux Algériens qui sont arrivés soit cet hiver, soit l'été dernier. Moi je vois pas comment Ziad Berim il aura sa chance. Et Ben Hamoud aussi. Et oui, Mohamed Ali Ben Hamoud, oui. Le petit protégé de notre ami Nizar. Jlas. Une petite dédicace à lui d'ailleurs. Quand ça le Casse-dead à Nizar. Ouais, donc, justement, Eddie. Maintenant, les joueurs que tu as cités, pour la majorité, sont en méforme. Je pense notamment à Arnis, et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de ce joueur. Et de toutes les manières, à l'Espérance, les jeunes qui ont réussi, c'est ceux qu'on a mis tout de suite dans de bonnes conditions ou dans des conditions où il n'y a pas vraiment cette pression et cette obligation de résultat. Parce que énormément de jeunes ont été grillés, entre guillemets, quand ils ont été jetés dans la gueule du loup, comme ça, du jour au lendemain. Charbel est suffisamment intelligent pour préparer les jeunes, mais à l'Espérance, soit tu es ultra performant, soit tu n'existeras pas. Donc c'est vraiment délicat ce sujet des jeunes. Je sais c'est vrai, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Hein, ça mérite vraiment. Quand on a déjà parlé lors du podcast de l'Espérance de Tunis, mais l'histoire des jeunes, surtout la post-formation, de post-formation avec l'Espérance de Tunis, elle est souvent très compliquée. On en voit pas mal de petits joueurs là, à l'instar de Ben Hamoud, Ramdan ou Raylan Charlel ou même le Raïd Feda qui va partir, ou Montassar Tabli par le passé. C'est vrai que ils ont envie d'avoir leur chance en équipe première, eux qui sont formés à l'Espérance de Tunis. Après, quand tu vois un peu la concurrence qui est installée et l'exigence, c'est tout à fait normal que voilà, on se pose des questions. Mais c'est pour ça que je reviens sur. Je conclue, Walid. La convocation de Mondar Kbaye, je rejoins complètement ce que dit Sofiane. Ça va peut-être c'est un message indirect à ces clubs. Faites confiance à ces jeunes parce que c'est l'avenir aussi. Je vois comme ça aussi. Ouais. Preuve année, les amis, preuve année. Par exemple, à Aziz Fellah, qui est une des pépites du centre de formation de l'Étoile sportive du Sahel, n'a pas été convoqué. Donc ça veut bien dire qu'il y a un message qui est ciblé, ou même, je peux citer aussi Alain Ram ou Béchir Gharieni, au CSS. Donc, voilà, exact. Il a un très bon talent lui aussi. Et preuve en est que c'est vraiment un message ciblé pour les deux gros clubs tunisois. C'est vraiment ça. Parce que les autres clubs laissent la place aux jeunes. On en a parlé. Ça peut être à double tranchant. Exact. Désolé, ça peut être à double tranchant. Tu connais la situation du club. Tu sais qu'aujourd'hui, sportivement, Al-Hayt, il va jouer. L'arbitre, il va jouer parce que forcément, il n'y a rien. Exactement. Quand Simon le pousse, les gars, voilà, vous avez une pépite chez vous, mais moi, en tant que Charbani, moi, dans mon effectif professionnel, la concurrence, je ne peux pas le faire jouer. Ça va mettre en porte-à-faux Berima. Et la seule situation qu'il va avoir, c'est comme on va en parler tout à l'heure avec Ben Ramdan, c'est de partir. Mais ou être prêté. Je te rejoins. Mais par exemple, Berima, par exemple. Moi, je suis désolé, la gestion des jeunes, on en a parlé dans le podcast spécial Espérance. Moi, si c'est pour arriver chez Aben, il me fait rentrer Berima lors d'un derby, lors d'un classico ou un match de Champions League important, il va le cramer, le minot. Le gamin, il va le cramer. Surtout s'il n'est pas bon. Walid confirmera, comme le coaching de l'Espérance à l'époque a cramé Moaz Aboud, qui était un des jeunes les plus talentueux du pays. Ouais, exactement. Et finalement, c'est Moaz ce que Aboud, je disais. maintenant, il joue le maintien.
Il y a une jurisprudence par rapport à ces jeunes l'espérance. C'est ce que je disais, juste je finis sur une petite anecdote. Je me rappelle, j'étais au stade, en fait, au moment où Youssouf Msekni commençait à être intégré à l'Espérance, à être incorporé pendant, il jouait les 15, les 20 dernières minutes. Je me rappelle, pour sa première, il avait été incorporé alors que l'Espérance menait 4-0, je crois, à Almanza. Je sais plus, face à Gafsa, je sais plus très bien. Et l'Espérance avait obtenu un penalty. Et Msekni décide de le tirer. Et tout le public commence à le siffler parce qu'il voulait que Dalaj y tire le penalty. Donc c'est pour vous dire le niveau de pression, même quand tu es incorporé dans de bonnes conditions. Alors que dire si tu te retrouves du jour au lendemain dans un match important, tu es mal préparé. Mais Walid, excuse-moi, après je te laisse finir, hein, désolé. Hein, mais peut-être que sur le cas de Msekni, il y a aussi une chose qui rentre en compte. C'est que Msekni n'est pas formé à l'Espérance. Il forme au Stade tunisien et les supporters ont au départ, maintenant c'est pas le cas, je parle au départ, hein, on remonte le temps, hein. Au départ, ont toujours eu une préférence pour Oussama Daraji parce que Oussama Daraji a fait toutes ses classes à l'Espérance. Ça c'est vrai. Mais ça empêche que ce que dit Walid est vrai aussi. Parce que la pression, elle est là sur les jeunes. Et surtout quand tu joues en l'équipe première, il faut pas se moquer. Et il faut surtout être incorporé dans de bonnes conditions. Voilà. Exactement. Et en tout cas, moi, je suis d'accord avec, encore une fois, et je suis aligné avec l'esprit de Mondrek Bayer d'intégrer ces jeunes comme ça. Ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, Hedi Mondrek Bayer qui a eu une interview avec FIFA.com que j'ai lu, qui était très bien, plein d'ambition et plein de travail, d'humilité. Donc c'est bien. Moi, je l'ai découvert il y a plusieurs mois de ça. Je ne connaissais pas. Mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de compétent, en fait. Tu sens la fibre du formateur. Je l'ai lu aussi. Tu sens, à travers de l'article, tu sens la fibre formateur. J'espère qu'on aura plein de succès avec lui. Il a passé beaucoup d'années dans les centres de formation, soit l'Étoile du Sahel, soit au CAB, soit à l'Espérance de Tunis. L'Espérance aussi est directeur technique. Ouais, directeur technique. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a une assise bien développée sur le côté éducatif et formateur. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale, il découvre un peu. Donc voilà, enfin ça reste quand même une belle expérience pour lui, hein, d'ailleurs. Parfait. On va rebondir tout de suite vu qu'on est dans la jeunesse, qu'on est dans le futur et l'avenir. Hedi, je te laisse nous dire les 3 pépites que Wadi Jari, les 3 dossiers chauds que Wadi Jari veut convaincre d'opter pour la sélection tunisienne pour l'avenir. Je te laisse la parole. Oui, Khaled. En fait, c'est une information qui est sortie un peu sur une radio d'Iwen FM, je crois, qui a sorti Wadi Al-Jari, le président de la Fédération tunisienne de football. C'est vrai qu'il faut la prendre avec beaucoup de pincettes et précautions, pardon. Donc les 3 joueurs, c'est Hannibal Al-Mejbri, qui joue à Manchester United, petit jeune formé en France. D'ailleurs, on parle de lui bientôt dans le groupe professionnel et même dans la rotation avec le 11 de départ. Hein. C'est ça. C'est déjà gros avenir. Déjà dans les tuyaux parce que ils sont en train de perdre Gomez, Manchester United. Ils veulent pas faire cette erreur avec Al-Mejbri. Du coup, ils vont le faire monter pour essayer de lui reprolonger son contrat. Hein. D'accord. Okay. Donc il sera il n'a pas la porte de l'équipe de notre ami Solskjaer et c'est tant mieux pour lui, hein, c'est tant mieux pour le joueur. Le super sub Solskjaer. Ouais et tant mieux pour lui, pour les Red Devils. Après c'est un jeune qui est très très attendu aussi en France, qui est passé par toutes les classes de l'équipe de France de jeunes. Et dans une interview récente de son père sur un journal en Tunisie, son père disait que il choisira au moment opportun. C'est encore trop tôt. C'est trop voilà. Tôt. Donc à voir. Hein. Hannibal Mejbri, ça peut faire une Riyad Mahrez comme ça peut faire une Hatem Ben Arfa. Donc on sait pas trop. Hein. Donc à vrai dire, moi je crois pas trop. Mais pourquoi pas. En tout cas, on lui souhaite le plus de succès possible pour Mejbri. Ensuite, Ramzi Fajani du Borussia Dortmund. Ouais, je sais pas, c'est peut-être Sofiane ou Walid, ils peuvent parler un peu plus de ce joueur. Moi, je connais très très peu. Vas-y, Walid, je t'en prie. Walid. Hola, Walid. Perso, honnêtement, je découvre. Je connais pas le gamin.
Ouais. Donc, j'ai pas une très bonne idée sur ce profil. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il est formé au Borussia Dortmund. C'est un défenseur de central, qui était très proche de la fédération tunisienne de football il y a quelques années. En tout cas, il était chaud pour revenir. Et a priori, ça c'est bon, il y a une petite cassure entre-temps. Et la fédération allemande s'est placée sur son sujet. À voir comment ça se passe du coup. Il a la double nationalité, Eddie? Oui, c'est un Allemand. Hein. Allemand-tunisien, d'accord. Oui, il est né en Allemagne. Il a toujours vécu là-bas. Hein. Exact. Donc, il a été, comme l'a dit, il a été formé au B4B. Fait important, je tiens juste à préciser, peut-être qu'un jour aussi on aura un podcast sur les Tuniso-Allemands ou les Germano-Tunisiens. C'est vrai, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait beaucoup. Il y a quelque chose qui, contrairement à la France, qui est assez notable chez eux, c'est que chez les jeunes, ils n'ont pas, chez les jeunes joueurs, je parle de football, hein, je parle pas de la diaspora dans la globalité, mais chez les jeunes joueurs de football qui sont justement d'origine tunisienne et qui vivent en Allemagne, ils sont très très fiers de leur origine. Je m'explique. Ramzi Ferjeni, pardon, il a toujours sur ses réseaux sociaux depuis voilà, il a toujours mis comme quoi il était tunisien, etc. Ce n'est pas le cas des fois en France de certains joueurs franco-tunisiens. Oula. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais je veux pas envoyer des pics. Mais attends, toi tu parles. Non, Stéphane, il est chaud en ce moment. Non, tranquille. T'aurais dû nous parler de Wissam Ben Yedder à ce moment. Non, ne parlez pas du sujet Ben Yedder, s'il vous plaît, pas maintenant. Wissem. Sinon, je sors le sifflet, les frères. Je sors le sifflet. Un Toulousain qui parle des Allemands qui sont, enfin, des jeunes franco-tunisiennes qui s'affichent pas avec des sandwichs Keftage. Enfin. Non, tranquille, non. Non, tranquillou. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une volonté, on va dire, chez ces jeunes en Allemagne de se rapprocher de la fédération, comme tu l'as si bien souligné, mon cher Eddy. Donc, pour moi, je pense que l'Allemagne est un grand pays de football, avec une culture monstrueuse, avec une formation parmi les meilleures au monde. Ça serait bien qu'en Tunisie, on puisse que ces éléments-là puissent apporter une plus-value à la formation tunisienne. Ça serait bien qu'on puisse s'en inspirer aussi. Parce qu'on a quand même, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que toi, Eddy, je sais que tu as beaucoup travaillé sur les Tunisiens en Bundesliga ou bien en Allemagne. Et on en a parlé aussi une fois, pas mal de fois même, de ce sujet-là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même, on devrait s'inspirer de ce que fait justement la fédération allemande. Et que ce soit dans la formation, vu que dans la formation, c'est quand même, les Allemands sont les meilleurs en jeunes et remportent beaucoup de titres. Et apporter une certaine rigueur aussi dans notre football, une certaine culture de la gagne qui nous manque énormément. Et pour revenir justement à ces jeunes tuniso-allemands, en tout cas, je trouve que ces jeunes-là montrent leur attachement à leur pays d'origine et ont quand même une volonté de jouer pour la Tunisie. Si les choses se font bien, ils joueront pour la Tunisie. Après, les choses se font pas bien. Ouais, Sofiane, je suis d'accord avec toi et juste, c'est un petit message que je veux passer aussi parce que je pense que c'est un sujet qui est très sensible. Ces joueurs, ils sont aussi sollicités par la fédération, soit allemande, soit française de football, soit néerlandaise. Pour le cas de, justement, c'est le troisième joueur, c'est Omar Rekik, c'est le petit frère de Karim qui joue au Hertha Berlin. Il y a Karim qui a choisi de jouer pour le Pays-Bas. Enfin, et Omar, il n'a pas encore fait son choix. Omar qui a eu des sélections jeunes avec la Tunisie. J'avais vu en Italie de Moïse Keane et compagnie. Plus de liens, ouais, tout à fait. Ouais, vas-y, si tu veux dire quelque chose. En fait, par rapport à, pas que Omar, mais en fait, c'est dans la globalité. Moi, je pense que sur les noms qui ont été balancés, Trump, il dit c'est fake news. En fait, je pense qu'il a fait ça pour buzzer, notamment par rapport à Mejbri. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup trop tôt. On ne connaît pas le joueur. Et lui, il est dans une autre dynamique pour le moment. Donc, pour moi, c'est plus dans la culture tunisienne du buzz. Deuxièmement, il faudrait, par rapport aux binationaux, ramener ça à une politique globale. Se dire, par exemple, pourquoi les Algériens? On va prendre un benchmark et on va pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Pourquoi les Algériens, eux,
arrive à avoir Riyad Mahrez. On parle pas d'un Kidam qui joue en bas de tableau de. Mais Henny, je te coupe 2 minutes, après je te laisse terminer ton raisonnement. Riyad Mahrez, quand ils l'ont eu, c'était un kidam. Avec tout le respect que j'ai bien entendu pour Riyad Mahrez et pour ce qu'il est devenu, quand ils l'ont eu, c'était un joueur du Havre. Voilà. Ouais, il était facile. C'était plus facile. Faut dire la vérité. Quand ils l'ont eu, c'était pas le joueur qu'il allait devenir. C'était un joueur qui était à Quimper, et après il allait au Havre. Et mais même en fait, au Havre, il n'était pas. T'as raison par rapport à ça. Il faut, en fait, là où je veux dire. Après, il y a d'autres cas qui sont s'inspirer de l'Algérie. Et voilà, exactement. J'allais arriver vers Ben Nasser. Il est jeune. Vas-y, il faut arriver vers eux parce que eux, en fait, un grand joueur. Moi, je suis persuadé que ça fait appel d'air. Un bon joueur tunisien va jouer avec la sélection tunisienne, ça va faire appel d'air. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a peut-être raté Ben Arfa, on a peut-être raté Ben Yedder, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui entre le travail de la fédération et les binationaux en France. Ouais. Après, en France, précise bien en France. Tout à fait, en France. Mais c'est là où il y a le plus gros vivier. Exact. Mais je pense, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Après, peut-être qu'on peut écouter aussi l'avis de Walid sur le sujet. Mais juste pour conclure, ça, par rapport à ce que tu disais, Henny, l'arrivée de Mohamed Slimane Othmane, qui est un garçon qui est très cultivé. Exactement, il est bien câblé, qui a joué dans plusieurs pays, qui a une culture très développée aussi. Et je pense que c'est un gars qui travaille un peu dans l'ombre, mais qui travaille beaucoup. Et on s'en rend pas compte, mais j'espère que son travail va payer. Et moi, j'ai pas de doute sur ses capacités à aider ses joueurs pour venir justement jouer avec la Tunisie et pourquoi pas être comme tu le dis avec des Ben Nasser ou ce que représente aujourd'hui l'Algérie pour plusieurs jeunes. Quand tu vois l'Algérie championne d'Afrique, je pense que l'état d'esprit de plusieurs franco-algériens a changé. Il commence à changer. Donc on est la même chose en Tunisie. Il y a 15 ans, c'était pas ça, hein, Eddy. Il y a 15 ans, je te le dis, c'était pas ça. C'était totalement différent il y a 15 ans. Oui, mais il y a eu un gros travail de la fédération algérienne, un énorme travail. Le foot, c'est aussi un travail de sape et c'est un combat de longue haleine. Donc à un moment, quand tu mets les bons. Donc j'espère que le comité, je sais pas en fait comment travaille la fédération. Peut-être que Walid il sait mieux que moi pour justement travailler sur ces jeunes binationaux, hein, comme on les appelle. Il payera un jour. J'espère, en tout cas, j'espère. Walid, vas-y, conclue, frérot. Alors pour parler de méthode de travail, je pense que Mohamed Slimane Ben Othmane Junior pourra mieux expliquer la démarche de la fédération. C'est un profil qui est, comme vous l'avez dit, qui est intéressant. À un moment, Radi Jaradi aussi faisait ce travail de détection et de prospection, et pas de détection, mais de négociation, parce qu'il parlait plusieurs langues et il avait cette culture à l'international. Moi, par rapport à ce qu'avait dit Henny, il a parlé tout à l'heure de benchmark, de mapping. Je crois qu'il y a un chaînon manquant, c'est le fait de faire un travail de base de données, faire tout un réseau de recruteurs. C'est comme si la fédération doit raisonner en mode club, qui doit développer un réseau de recruteurs pour aller dénicher les perles rares, parce que le retour sur investissement de la sélection, il est immense en termes de diplomatie sportive, en termes de rayonnement à l'international. Je ne sais pas ce qu'auraient donné les participations à la Coupe du Monde de la Tunisie avec des personnes comme Sabri Lamouche et comme Ben Arfa. On aurait eu de bien meilleurs résultats, je pense. Donc, à mon avis, il y a un travail intéressant qui est fait, en fait, on n'a pas encore vu le résultat final. Mais pourquoi ne pas utiliser comme ça des petites structures qui existent déjà? On voit des comptes très intéressants sur Twitter, un peu partout, des personnes qui travaillent, qui dénichent vraiment à la base. Donc, il y a une vraie structure à mettre en place. Je pense que Ben Othmane pourra mieux nous expliquer la méthode de travail dans ce sens-là. Merci beaucoup, Walid. Merci beaucoup. D'ailleurs, reste pas très très loin, Walid, parce qu'on va passer à notre deuxième grand sujet du podcast, le projet d'un stade à Sfax qui date depuis très 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 longtemps, vu que il y a un tout nouveau stade qui est en train de se finaliser à Sousse. Je te laisse la parole, Walid.
Oui, c'est un vieux dossier en fait. Si on voit bien, l'histoire de la rénovation du stade de Sousse a soulevé un peu des réactions du côté de Sfax, qui sont tout à fait légitimes, puisque du côté de Sfax, le projet de la cité sportive date vraiment de plusieurs années. Et c'est la dernière occasion en date, c'était novembre 2013, quand l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Tarek Vieb, avait remis un peu le sujet sur la table. Oui, Donc, c'est si vous vous vrai, c'est vrai. rappelez, Tarek Vieb avait rendu visite à la ville de Sfax. On rappelle, c'est une très grande ville économique en Tunisie, Oui, près un million d'habitants. Il a proposé un projet, une formule clé en main, après le lancement futur d'un appel d'offres international. Donc, ouais. il y a une étude qui a été faite, étude de projet, avec une estimation d'à peu près 200 millions de dinars. Et les gens commençaient vraiment à y croire, d'autant plus que l'argument cité sportive devait servir d'argument pour l'organisation des Jeux méditerranéens de 2021. C'est ce que j'allais dire en fait. C'était Ouais. lié à ça quand même, non, Walid, à Ça devait l'époque. être utilisé dans ce sens, tout à fait. Ok. Après, on a vu que voilà, l'expérience Tarek Vieb n'a pas duré. Il y a eu beaucoup d'accrochages entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FTF. Bref, d'autres raisons Ouais. politiques aussi. Entre-temps, Tarek Vieb est parti et le sujet est tombé un peu dans les oubliettes. Et pour les Jeux méditerranéens, c'est la ville d'Oran en Algérie qui a remporté finalement L'organisation. l'organisation. Ouais, Ça c'est n'aura ça. pas lieu Oran, en 2000. Oran qui aura un tout nouveau stade qui est vraiment superbe. Hein. Je vous invite à tous à aller le voir Oui. sur Google. Ouais. Vas-y, C'est Walid. Ouais. pas que Oran d'ailleurs, pas Et qu'Oran. Oran Walid, et Alger Oui. aussi. Walid, et c'est dommage que, que les Jeux de Méditerranée de 2021 n'aient pas eu lieu à Sfax, parce que ça aurait pu faire un peu, Ouais. le petit clin d'œil de l'histoire, 20 ans après, dans Oui. une autre ville tunisienne, la deuxième ville tunisienne, et avec, à l'époque, il y a eu Rhodes qui a été construit pour les Jeux méditerranéens, on l'oublie de le signaler. Non, Et non, là, on ça est tous aurait- au courant, on est tous au Oui, courant, frérot. non, mais Ouais. je sais, mais pour les auditeurs et Ah, pour les auditeurs, Oui. oui, oui. parce que dans Mais non, médaillé parce que dans d'or d'ailleurs, l'inconscient, médaillé d'or au football. exactement, un but d'Alizitouni contre l'Italie, Contre donc l'Italie, ouais. 1-0. Donc c'était dans l'imaginaire collectif, Rhodes a été créé pour la CAN 2004. Non, il a été créé pour les JM de 2001, pardon. Et ça aurait été Ouais. bien que 20 ans plus tard, en fait, Walid, tu vois, y ait à Sfax justement un deuxième gros stade vraiment moderne. Ouais. Ça ne s'est pas fait. Ce serait On voit bien. encore la négligence et le laxisme des autorités tunisiennes qui ne finissent pas de nous étonner, bien entendu. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis sur l'autisme entre guillemets, des autorités tunisiennes ou l'aveuglement par rapport à ce sujet-là. Pour moi, je vais réutiliser ce que je disais tout à l'heure, une approche globale. C'est bien ce que Sfax fait aujourd'hui. On va parler, on voit ce que fait Sousse est en train d'entreprendre. Il y a un relifting qui a été décidé à 3 millions de dinars. Corrigez-moi si je me trompe sur Rhodes. En fait, Oui, il faut avoir une approche globale. On peut pas se dire, OK, les mecs à Sfax, faites votre projet. Sousse, faites votre projet. Aujourd'hui, le football est important dans le tissu social tunisien. On connaît la situation économique du pays. On connaît aussi le délitement de la situation sociale. Il faut avoir une approche aujourd'hui globale par le gouvernement de se dire, OK, il faut qu'on remette de l'argent sur la rénovation avec nos moyens. On va pas regarder ce que fait l'Algérie, on va pas regarder ce que fait le Maroc, mais dans la situation à l'instant T de ce qu'on est capable de faire, repensons Bizerte, repensons les stades à Tunis, repensons Sousse et Sfax. D'ailleurs, Annie, je rebondis Ah. sur ce que tu es en train de dire, ce qui est très intéressant. On sait que Jarry est en ce moment en train de faire le tour des stades, de faire Exactement. de faire un Non. état des lieux. Non. Bon, J'ai- vas-y, j'ai- Heidi. En fait, je suis d'accord avec toi, Henny, mais dans l'absolu. Voilà, enfin, dans l'absolu, ton discours, moi, je valide à 100%. Et je pense que les 12 millions de Tunisiens, ils seront d'accord avec toi. Là où je suis pas d'accord avec toi, enfin, tu manques un peu de pragmatisme, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique en Tunisie, elle est très fragile. Exactement. Il faut Oui, pas tout à oublier. fait. Non, mais en fait, justement, le lifting qui se passe un peu aujourd'hui au stade de Sousse, et d'ailleurs, je félicite tous mes amis à Sousse et tant mieux pour eux. Les travaux, ils étaient là bloqués depuis 2008, je crois. Donc depuis 12 ans. Donc pour te dire, la bureaucratie en Tunisie et tout ce qui peut bloquer ce genre de projet. La pelouse du stade de Metlaou, elle a été bloquée pendant deux ans, je crois, à la douane. 2 ans pour un de- synthétique.
pour un synthétique à Rades. Donc, Ouais. l'approche globale, je suis d'accord avec toi, mais l'approche Sans économique, parler d'El Menza qui, depuis mais quelques ça, années, c'est encore, ça est fait un mal au Il est en cœur. train de vestige mourir. au ciel Il est en train ouvert. Ouais, de mais mourir. le Bizerte 15 aussi, c'est la octobre, même chose. 15 octobre depuis 2 ans, c'est pareil. Aujourd'hui, Zuiten aussi. en fait, Zuid, non, J'avais encore oublié celui-là. pire, tu vois. N'en parlons pas des Moi, stades, bon là, Et- à Mais là, Tataouine les et amis, les amis, on est en train de parler des plus gros stades du pays. Je sais pas si Oui, vous vous oui, je rendez compte. sais, je C'est-à-dire sais. qu'on n'est pas en train Oui. de parler du mais stade de quartier Sofiane, Riyad, quoi. Ouais, On mais- parle Il y des a gros aucun stades historiques stade. du pays. La Confédération africaine de football n'a validé aucun stade en Tunisie aujourd'hui. Aucun stade C'est- Exactement. ne peut, je sais pas, contenir des matchs de football au niveau continental. Pour te dire à quel point je sais pas, la situation C'est est honteux. critique. C'est honteux. C'est C'est honteux. honteux. C'est Et c'est honteux. là où Non, mais après. Tu regardes après, Rades, par exemple. Vas-y, Tfadel, pardon. non, vas-y, Hani, non, en fait, c'est Tu pour te regardes dire Rades. que les priorités aujourd'hui, les priorités Hum, de la fédération, du ministère, faut savoir où placer le curseur. Il y a des priorités, tu vois. Exactement. Donc, les priorités, c'est quoi? C'est soit à un moment, tu vas investir sur des stades modernes et tu dis que demain, je vais apporter de l'argent via la billetterie, et là, tant mieux. Mais à un moment, je vois aucune approche globale aujourd'hui dans le pays qui fait ça. Je Les vois amis, pas. les amis, moi je vais vous donner mon expérience personnelle, ça va être rapide. Je vais régulièrement à Rades quand justement, et je vais aussi à Almanza quand je vais le visiter régulièrement pour voir si ça a évolué. Bah, À chaque fois que- Zied, il y était il y a quelques jours à Voilà, Menza. exactement. Ouais. Donc voilà, voilà. Donc en fait, je vais régulièrement à Rades pour voir le match. Moi, il y a une chose qui me marque en fait quand je vais à Rades. Pour moi, c'est un très beau stade. C'est un très beau stade de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les amis, on est en 2020, presque 2021. Je suis désolé. Tiens, je ça, vais c'est un voir argument à match. moi, ça. Ça, c'est un argument à moi. Exactement, Khaled, je te le prends, je te le pique. Vas-y, je te Quand je vais voir l'emprunte. un match de LP1, donc Ligue professionnelle 1, je suis désolé, il n'y a même pas la composition des équipes. L'affichage non mais le panneau d'affichage de Rades, on dirait on est en 2000 encore. Ouais, Faut mais arrêter, Sofiane, non mais Sofiane, les gars, faut arrêter quoi. toi, quand tu prends l'avion, là, tu débarques à Ouais. Tunis-Carthage. Ouais. C'est une gare routière, c'est pas un aéroport. C'est vrai, c'est vrai. Faut arrêter. C'est vrai ce que tu dis parce que moi j'ai été à Rades au mois d'octobre pour Moi, voir l'équipe nationale contre le Cameroun. Moi j'étais, enfin ça m'a fendu le cœur. Ouais. L'état du stade. Je venais de Manchester en plus. Moi j'étais en Manchester. février, donc ça coïncide Ouais. totalement. Ça coïncide totalement. Non, mais on est en retard, les et- gars. On est en retard sur plusieurs dossiers. Et moi, je te rejoins, Henny, je te rejoins parce que toi, tu étais à Manchester, à Old Trafford. Moi, j'étais au Camp Nou Exactement. en décembre. Voilà. Et pour mais les amis, mais le gap, il est juste, en fait, mais c'est une Abyssal. galaxie. C'est Abyssal. une galaxie. C'est Pareil, t'as regarde, pas y a besoin de regarder ces stades. regardez, Tu vas au Maroc. Exactement, déjà au Maroc. Mais Rades, Au Maroc. est-ce que c'est normal que pour un match, d'accord, un match de ligue professionnelle tunisienne, il n'y a pas de, même une buvette, elle n'y est plus. Il y a Mais plus pourquoi, rien. Sofiane? Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Enfin, Il y a je la sais pas. révolution qui est arrivée, il y a des choses politiques qui sont arrivées, mais Ouais. je vais juste entre parenthèses, on avait dit off, moi j'ai un amour pour Je pense qu'ils veulent pas. j'ai un amour pour faire Jeanne Issessi, que je vous avais expliqué quand j'étais en Égypte. Heureusement que Zied, il est pas là. Vas-y, Annie. J'étais au Caire et je me balade pour aller visiter l'Ahli, pour voir ce que c'est que l'Ahli, pour voir ce que c'est que Zamalek. Tu vois ce que c'est que moi, jeune de France, je vais voir ce que c'est que l'Ahli. Tu prends une claque. Ah non, mais on est Ah, d'accord. ça a rien à voir. Sur l'Égypte, oui, l'Égypte. Ah. rien à Une voir. claque. Tu vois, c'est pour ça le retard. Pendant très longtemps, on disait que la Tunisie, au final, on a pris beaucoup de retard. Après, moi, t'as vu, je reste convaincu que malheureusement, c'est pas que la Tunisie ne veut pas développer ses stades, ne veut pas développer ses infrastructures. C'est l'incapacité. Je pense que non, c'est juste une question de moyens. Je pense tout à que fait. c'est juste une question de moyens. On n'est pas un pays riche d'Afrique, on n'est pas l'un des pays les plus riches d'Afrique. On doit être peut-être dans le top 10 et encore, je sais même pas si on est encore dans le top 10 des Mais pays c'est bien, les plus riches d'Afrique. c'est bien, Khaled, de le stipuler ça. Parce qu'il y a certains Tunisiens qui pensent qu'on est le pays le plus riche d'Afrique. Ah non, C'est faux. on est très très Totalement loin. faux. On C'est est totalement loin. faux. Déjà, conclure, t'as l'Afrique du Sud, attends, très rapidement. L'Afrique du Sud est devant nous. L'Algérie est devant nous, le Maroc est devant nous, l'Égypte est devant nous. Certainement un des pays d'Afrique noire est devant nous. Peut-être l'Angola, peut-être. Voilà. Tu regardes le Nigeria, moi je suis allé au Gabon, moi je connaissais pour le travail. Tu arrives Mhm. à Libreville, tu prends une claque.
Et les gars, on va pas aller loin. Dans le podcast de la CAN 2004, on parlait du Rwanda. On parlait du Rwanda et de ce qui s'est passé, de l'évolution du sport au Rwanda et du football. Ouais. D'accord. Voilà, exactement. 10 ans plus tard, ils participent à leur première Coupe d'Afrique. Les amis, cette année, peut-être on parlera dans un podcast, mais la NBA Africa League, là. Ah oui, africaine. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, totalement. Ouais, où Monastir devait participer là, justement, mais il y a eu la crise sanitaire du Covid-19. Le Final Four devait se dérouler à Kigali, dans la nouvelle salle de basket qui a été créée il y a peu. Mais les amis, la salle, mais si un jour en Tunisie on a une salle comme ça, mais ça serait le paradis, excusez-moi. On a dû voir une salle comme ça quand Rads il a été terminé, mais maintenant, voilà, il faut l'entretenir. Oui, mais c'était lors du le championnat du monde de 2005. Exactement. Voilà. Lors du championnat du monde 2005. Après, à Monastir, ils ont une salle aussi qui a été aménagée, justement, qui est une salle de basket et de hand qui est très, très grande. Je me rappelle, étant jeune, étant allé à Monastir, et je trouvais cette bâtisse immense, mais l'entretien, il est où? C'est bien beau d'avoir une... Moi, j'ai une idée. Pas derrière. Moi, j'ai une idée pour l'entretien. Moi, ce que je pourrais proposer très rapidement, je vais pas prendre longtemps. Après, Walid, tu concluras sur ce sujet-là. Okay. Moi, je pourrais proposer, vu que la Tunisie n'a pas beaucoup d'argent, ce qu'on peut faire, c'est que tu prends des bénévoles qui vont faire l'entretien, des supporters du club, par exemple à Sfax. Et tu prends tous les supporters de Sfax. Ils vont ramener des pots de peinture, etc. Et pendant les 5 premiers mois de la saison, ils ont des billets gratuits. Ça veut dire que ils ont un pass pendant 5 mois. Ils payent pas l'entrée parce qu'ils ont donné de leur personne, ils ont donné de leur temps. Donc peut-être que c'est une bonne idée ou une mauvaise, ça je ne sais pas. On a déjà parlé en off, toi et moi, Sofiane, sur El Menza, sur plein de stades. Tu veux qu'on vote là, Khaled? Ok, moi je lève la main. Je suis d'accord. Voilà, par exemple. Comme ça, tu manques de main d'œuvre. Okay. Et en plus, là, t'as des volontaires. T'as des volontaires qui sont amoureux du club, qui sont amoureux du stade, qui vont tout le temps au stade. Et eux, ils vont donner de leur personne. Et pendant, je sais pas, moi je dis une connerie, 2-3 mois, ils paieront pas leur stade, ils auront un pass avec une date de validité. Après, ils paieront leur stade ou paieront leur abonnement. Bref, voilà. C'était mon petit coup de mon petit coup de chaud. Franchement, je tiens juste. Je termine, je te laisse Walid après conclure, t'inquiète pas. Ouais, ok, je t'en prie, vas-y. Mais moi, personnellement, je tiens juste à dire une chose parce que, à Etachkela, on est beaucoup qui vivent en Europe. Et bien sûr, il y a Zied, Walid qui vivent à Tunis, etc. Et qui sont allés en Europe et à l'étranger pour voir des matchs, un peu partout dans le monde. Donc, ils ont une grosse ouverture d'esprit et ils voient les choses. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, aller au stade en Tunisie, que ce soit en famille, tout seul, avec tes amis, c'est un calvaire, en fait. C'est un calvaire. On va aller, on se fait... Ouais. Non, mais en fait, les gens aussi, les autorités locales, ministères, etc., ne veulent pas que les gens aillent au stade en Tunisie. C'est une volonté de leur part. Et ça, il faut le dire. C'est une volonté de leur part. Sofiane, je te promets une chose. On fera un podcast sur les stades. Ouais, il faut faire un podcast sur les stades. Ouais. Et ces infrastructures, ça mérite un podcast, oui, c'est vrai. Ouais, j'espère que Walid, il va pas se fâcher parce que depuis tout à l'heure, il attend. Vas-y, Walid, conclue, frérot. Alors, moi, je vous rejoins vraiment sur la réflexion. Pour résumer... ok, merci Walid. C'était rapide. Alors, pour une fois. Pour moi, pour résumer, le sport en Tunisie, le football, n'est pas perçu comme un facteur de développement économique. On va réparer un stade par-ci, on va faire un stade par-là. C'est des caches-misères, en fait. Après... Développe un peu, Walid, c'est pas mal. Attends, juste la petite parenthèse que Walid il a ouverte là. Le cache-misère, etc. Ça m'a fait tout de suite penser au stade de Metlaoui qu'on a pu voir sur. C'est ça. Voilà. Ils ont mis un coup de peinture, ils ont mis un nouveau synthétique. Tu vois, ça fait plus propre aux yeux, ça fait plaisir. C'est pas des moyens de ouf qu'ils ont dû déployer, mais au moins, t'as donné un petit coup de jeune. Je sais que c'est pas. Je préfère avoir un stade comme ça, même des petits stades champêtres avec des couleurs, qu'avoir un petit stade tout gris comme ça, avec la pluie qui est venue, on va dire, écorcher la peinture, la dernière couche de peinture qui date d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans. Désolé les mecs, mais au rendu visuel, c'est mieux. Largement mieux. Après, Khaled, c'est plus par contrainte. Après, c'est plus par contrainte que par choix. Parce que comme tu l'as si bien dit au début,
c'est suite au rapport de la commission de validation de la CAF que la Tunisie a été obligée voilà, de refaire des travaux dans certains stades. Mais là où on parle d'une ville minière, d'une ville qui peut qui peut représenter un énorme vivier pour la région et qui a fait des performances très correctes. Aujourd'hui, tu peux nous rappeler, c'est où Metlaoui pour nos auditeurs? C'est vers Metlaoui, c'est près de Gafsa, dans le sud. D'accord. Sud-ouest. Oui, sud-ouest. Vous pouvez vous diriger vers les canyons d'Es et prendre le lézard rouge. Ça, c'était la petite parenthèse touristique. Voilà. Ouais. On travaille aussi pour le tourisme de la Tunisie à Tachkila. C'est cadeau. Donc Metlaoui, c'est un stade qui est limite impropre à la pratique du sport. C'est un stade, on dirait que tu joues sur du bitume. Il a fallu la réflexion de la CAF pour qu'on commence à installer 150 chaises et qu'on change les bancs des remplaçants. Mais il faut arrêter avec ça. S'il n'y a pas de stratégie, comme l'a dit Henny, s'il n'y a pas de stratégie, on va être dans... T'as beau Khal, d'avoir la DNCG que tu aimes si bien, mais s'il n'y a pas de réglementation, si on ne voit pas vraiment de fond en comble comment fonctionne le club, tu auras une ville comme Sfax, une ville énorme, de par son potentiel, de par l'intelligence de ses habitants, de par ses hommes d'affaires, qui a un stade vraiment indigne de ce standing. Alors là, le Ralui Sport, n'en parlons même pas. Hein. Ralui Sport, le stade du 2 mars, on leur a même suspendu la prime de la Société nationale de chemin de fer, qui est de 200 000 dinars, une bagatelle. Et c'est des clubs qui sont obligés de vivoter, qui sont obligés de quémander pour... Faudra qu'on en parle de ça, Walid. Il va parler de COT, on va parler de Chimeno aussi. Chimeno. Exactement, Chimeno. Et de la fin des indemnités de l'État vis-à-vis de ces clubs-là. Bon, les gars, on s'est un petit peu éparpillé sur le sujet. À la base, on parlait que du stade de Sfax. On a fait un revue complet de tous les stades de Tunisie. Vas-y, Walid. Khaled. Non, moi c'est bon, j'ai conclu, je vous remercie beaucoup. Okay. Non, mais Khaled, quand tu vois qu'en 2020, un stade comme une ville comme Cheb, qui est une très belle ville, qui a un stade où on ne peut pas accueillir, où on ne peut pas avoir une tribune de presse et les journalistes sont agglutinés sur le bord de la touche, c'est honteux, c'est scandaleux, je suis désolé, c'est scandaleux. Après, ils font peut-être avec les moyens du bord, c'est tout. C'est le coup de gueule de notre ami. Ah oui, il a été déchaîné ce soir. Notre ami toulousain du soir. Bon, j'en peux plus, les amis, j'en peux plus. D'ailleurs, ok, parfait. On conclut, on ferme ce dossier parce que je vois que ce dossier-là est vraiment passionnant et on peut passer facile pendant 2 heures sur ce dossier, mais bon, on a d'autres thèmes à débattre tout simplement. Les expatriés au retour du championnat turc. Eddy, à toi. En fait, on va faire le grand saut là, parce que la Turquie, c'est beau stade aussi. Oui. C'est notre histoire. Donc, comme disait Khaled, il y a le foot en Turquie reprend ce week-end. Et nos Tunisiens, nos expats tunisiens, donc on a 2 matchs. En fait, on n'a plus beaucoup de Tunisiens en Turquie. On était à 6, on est passé à 5 depuis le départ de Relen Chaleli de Malatyaspor. En fait, il restait 4 Tunisiens en Turquie. Donc on a les 2 Tunisiens de Kassim Passasport, Oussama Haddad et Yassine Meliah qui jouent samedi contre Malatyaspor en fait justement. Et puis le gros choc. Donc voilà, tout le monde, j'espère qu'ils vont suivre le petit Montassar Talbi qui est Rizespor qui joue le dimanche à 20h heure française contre Galatasaray. Donc c'est un match capital pour sa petite équipe qui lutte un peu pour son maintien face à Galatasaray qui lui joue le premier rôle et le titre de championnat et de champion pardon. Et lundi c'est Denis Lisport de Siam Ben Youssef qui dispute son premier match de reprise. Donc voilà la Turquie. Donc contre Sivasspor, une grosse équipe. Sivasspor grosse équipe. Ouais, c'est là-bas que joue Robinho, non? Ah oui, je pense. Ouais. Je crois que Robinho est toujours là-bas. Non, il y a Tabari. Non, c'est Mostafa Tabari qui joue là-bas, je crois. Je crois qu'il y a un moment donné, Robinho jouait là-bas, mais bon, bref, c'est peut-être. Ouais, peut-être que je confonds. Robinho est passé par là-bas. Je crois qu'il est toujours. En plus, je crois qu'il est toujours là-bas. Hein. Il est passé par l'équipe de l'équipe du sud de Turquie là, comment ça s'appelle? Antalya. Antalya, ouais, Antalya Sport peut-être. Non, il est passé par Başakşehir, comme l'a dit Walid. Il est passé par Istanbul, Başakşehir. Ouais, par BB. Et là, il est à Sivasspor. D'accord.
En Là, tout gros match cas, dimanche. ouais, c'est ça. Après, bon, la mauvaise nouvelle. Enfin, c'est même pas une nouvelle aujourd'hui. C'est un constat. Tous les clubs turcs de nos Tunisiens jouent le maintien. Ils sont 3, 4 là. Ils se battent pour se maintenir. C'est compliqué pour eux, mais l'essentiel, c'est peut-être de jouer et garder le rythme et voir peut-être trouver ou chercher d'autres perspectives pour l'année prochaine. Je conclus juste avec notre ami Elias Sril qui s'est blessé le week-end dernier. Il est sorti à la mi-temps contre Augsbourg. Blessure au dos, tout à fait au Ouais, dos. Ouais. ouais. Il y Excusez-moi a un les amis, Robinho c'était Oui. Sivasspor d'abord et après Başakşehir. Actuellement il est à Exactement. Başakşehir. Voilà. Ouais, c'est Excusez-moi. bien, c'est bien. Merci Sofiane, notre. Avec le Brésil, je ne blague jamais. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, un Toulousain qui ne blague pas avec les Brésiliens, faut le Vai trouver. Brasil. Vai Ouais, Brasil. ouais. Et donc je disais que Srel il s'est blessé au dos et il est très incertain pour le match contre Berlin, l'autre club de Berlin, pas le Hertha mais l'Union. Nyon, ouais. Ouais, l'Union et Cologne qui reste quand même sur une période un peu compliquée. Et bon, le dernier match ils ont fait match nul à Augsbourg, enfin je sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Augsbourg. Augsbourg. Ouais, Sud ouais, de Munich, ça, ouais. ouais. Et on verra en tout D'ailleurs, cas c'est là-bas si. que joue Rani Kedira. Rani Kedira. Ouais. Le petit frère de Samy. Ouais. Exactement. Ouais. Bah écoute, je crois qu'Eddie t'a fait un super tour d'horizon de nos Tunisiens. Moi, je vais écouter un peu vos avis sur le fait que nos Tunisiens en Turquie jouent pour le maintien, les gars. Après, faut pas se mentir aussi, Eddie, quasiment tous nos Tunisiens en Europe jouent pas dans des équipes qui jouent les premiers rôles, qui jouent pas le maintien mais presque. T'as Ben Artira qui joue le maintien en division 2 allemande. T'as Skiri qui s'enfonce dans la Bundesliga, qui n'arrive pas à gagner un match. T'as les Tunisiens de Turquie qui jouent pas les premiers rôles, qui jouent pas dans les premiers grands clubs turcs. Malheureusement en Europe, et excuse-moi du terme, je pense, on est médiocre. Khaled. Voilà, je suis désolé. Hein. Khaled. C'est le thème du soir. Hein. La médiocrité, ouais. Ouais. Khaled, moi je pense que Yacine Merih mériterait de jouer dans une meilleure équipe en Turquie. Je pense parce qu'il a joué, l'Olympiakos, le club auquel il est, son club d'origine, l'Olympiakos, quoi. Et un gros club, qu'on le veuille ou non. Et je pense que. Ouais, mais il a raté son passage. Ouais, mais même un club de. Genre 6e, 7e en fait en Turquie. D'ailleurs, Sofiane, je te coupe 2 secondes. Franchement, il faut arrêter avec les rumeurs de Yacine Merih, il va signer à l'Espérance de Tunis. Il faut arrêter. Ah oui, ça aussi, oui. Mais ça, on en parle après. Là, les gars, franchement, parce que là, bientôt, Robinho, il va signer aussi à l'Espérance de Tunis. Hein. Il y a eu la rumeur Belanda. Ouais, non, mais il faut arrêter. La rumeur Belanda. Après, non, c'est fantaisiste. Bah oui, bien entendu. Mais je le dis avec un second degré. Mais voilà. Donc, c'est sorti quand même. Je pense que Yacine Merih, il cherche à se relancer en Europe. En Turquie, il joue. Donc, c'est quand même une belle porte de sortie par rapport à ce que s'est passé à l'Olympiakos ces dernières semaines en Grèce. Donc voilà, je pense qu'il va rebondir et partir sur notre club en Europe. Je vois pas pourquoi il reste pas en Europe en tout cas. Après, moi, les seuls Tunisiens qui me donnent satisfaction en Europe, c'est Adedi et Skiri. Voilà, tout le reste, je dis pas qu'ils sont médiocres ou qu'ils savent pas jouer ou quoi, mais malheureusement, ils jouent pas les premiers rôles, comme je l'ai dit il y a quelques minutes de ça. Et c'est ça qui est dommage. Ça, c'est dommage. Je pense au terme de son prêt à Kassim Passa, aller dans un club top 5 en Turquie, je pense. Ouais, mais quel club? Par exemple. Après gros. Beşiktaş. C'est Vaspor, t'as Trabzon. Trabzon joue le titre. Oui, pourquoi pas? Moi, je le vois. Bien, Trabzon, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien. Moi, Trabzonspor, c'est un très beau club, bien géré, qui travaille bien depuis très longtemps, qui prend des bons jeunes turcs, etc., qui fait pas n'importe quoi. Ouais. Donc, les voir leader du championnat turc, ça me surprend pas, en fait. D'ailleurs, Daniel Sturridge est toujours là-bas, d'ailleurs, non? Dan Sturridge, très bon. Oui. J'aime beaucoup de ce joueur avant ses blessures. Trabzon. Ouais. Ex-club de Paul Le Guen.
Ah bon? Ah bon, j'étais pas au Oui. courant de ça. Ouais. Apollo, il entraîne là-bas. Ouais. Je savais pas. C'est un bon petit souvenir pour Khaled, hein, notre ami parisien. Ouais, ouais, Il a gardé Ils ont un très beau maillot, c'était les bonnes Trabzonspor. années. ouais, ouais. Tu trouves, Walid? Oui, Trabzonspor, ils ont un très très beau maillot. Ouais, bah, t'aimes les couleurs foncées, toi. Ça rappelle un peu West Ah, Ham, je sais pas. San Lorenzo, il avait dit dans le podcast. San Vous voulez? Lorenzo, Noels. Eh oui, Ah c'est oui, ça. je sais. Ouais. D'ailleurs, juste pour fermer la parenthèse et qu'on enchaîne sur le prochain sujet, tu as dit que notre ami Paul Le Guen a entraîné Trabzonspor. Je pense. Non, c'est pas lui. C'est un Turc qui s'appelle Esenin Kimsir. Et Non. Paul Le Guen, il entraîne un autre club, je crois. C'était Gençlerbirliği ou un truc comme ça. J'ai oublié. Excusez-moi, j'ai écorché les noms turcs, mais voilà. Oui. D'accord. Voilà. Oui. C'est pas. Non, c'est Bursaspor. C'est Bursaspor. Notre discussion, elle mène à quoi? En fait, on se rend compte que nos joueurs, en fait, ils sont moyens au final. Très moyen. Et c'est triste à dire. En fait, on est en train de discuter là depuis quelques minutes sur la situation de nos joueurs, qui sont quand même considérés comme des joueurs importants pour nous Tunisiens dans un championnat si important que ça, et ils sont ils jouent le bas de classement. Du coup, moi, ça me désole un peu la situation de nos joueurs en Turquie. Non, Ouais, c'est clair. c'est Et vrai. pas qu'en Turquie. Mais bon, bref, ça c'est. Je pense qu'on l'a dit, on l'a redit pour ce thème. On va enchaîner. Ouais, voilà, c'était Bursaspor. Voilà, c'était Bursaspor, le club qu'avait entraîné notre ami Paul Le Guen en Turquie et qui est au Havre. D'ailleurs, Walid, à part le maillot de Trabzonspor, tu veux pas commenter les performances de nos joueurs tunisiens là si tu peux voir le match de Montassar Talbi Voilà, dimanche. c'est l'info que j'ai retenue. En fait, tu as été très complet. Moi, j'apprécie particulièrement le profil de Montassal. Je trouve qu'il est très prometteur. J'aime beaucoup Haddadi aussi, de par sa force mentale, son hygiène de vie. Je me rappelle de lui au club africain, un vraiment très bosseur, très instruit. Son passage, son passage en France, c'était Dijon. à Dijon. Voilà. Quand il était interviewé, ça fait vraiment plaisir de voir comment il communique, comment il réfléchit. Et je lui souhaite. Il a une capacité d'adaptation assez rapide. Exact. Donc, Haddadi. c'est les deux qui sont pour moi intéressants à suivre. Mais comme disait Henny, on reste dans un niveau quand même assez moyen. Et il n'y a pas ce joueur qui fait se soulever les foules ou bien qui fait qu'on peut briller à l'international. C'est pour ça qu'il faut qu'on détecte très jeune les gros potentiels. Il faut qu'on les détecte très très jeunes. Ouais. Parfait, Walid. Dernier sujet de notre podcast, le Mercato Express. Je laisse la main encore à Hedi sur le cas Mohamed Ali Ben Rodan qui a fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Oui, en fait, Mohamed Ali Benrahmdan, c'est un jeune qui est formé à l'Espérance de Tunis, qui était lancé, je crois, l'année dernière avec l'Espérance de Tunis aussi, et qui a fait ses premières sélections avec la Tunisie de Mandel Kbaïr, qui est très bon. C'est un petit jeune qui joue au milieu de terrain, qui a une bonne maîtrise technique, et des fois il a un côté suffisant, donc entre parenthèses, dans son jeu. Mais personnellement, j'aime bien son profil, j'aime bien le joueur, très posé. Et ce joueur, il a un contrat qui dure jusqu'à 2013. Et je 2023. 2023. Autant pour moi. Je suis encore. C'est pas grave, Hedi, c'est pas grave. J'ai un retard. Enfin, peut-être. Un contrat rétroactif peut-être. Ouais, Voilà, c'est ça. un nouveau concept. C'est c'est peut-être 10 ans pour la Tunisie pour faire autre chose. Parce que là, putain, 10 ans sont passés. Bon, allez, je veux arrêter là parce que sinon, on peut revenir sur des mauvais souvenirs. Donc, je parlais de Benrahmdan, je disais On que. va pas s'étaler. Ouais, on va pas s'étaler, exactement. Merci, Sofiane. Et Benrahmdan, donc, il voulait peut-être améliorer un peu ses conditions, enfin, sa situation financière, ce qui est tout à fait légitime. Moi, je le comprends très bien. À ce niveau, c'est un international qui mérite peut-être un salaire d'un international, qu'il soit jeune ou pas. Il doit être payé à sa juste valeur. Et Tu trouves que tu trouves que c'est légitime sa demande? ben écoute, Khaled, partir du moment où parce qu'il prend un risque, parce que là il demande un salaire. Si demain il joue de plus en plus
à l'Espérance et qu'il est pas bon, l'Espérance va lui dire attends, on t'a augmenté, t'es pas assez bon, tu nous as promis des performances qu'on n'a pas. Par exemple, tu vois, donc. Je prends les choses à l'envers alors. Vas-y, prends les choses à l'envers. Toi, toi, t'es jeune, t'as encore un salaire de stagiaire, tu t'es formé à l'Espérance, tu vois d'autres internationaux algériens ou ivoiriens ou ghanéens qui arrivent au club, qui sont payés 60 fois ton salaire, et en même temps, tu as une offre de Nîmes, de Ligue 1, enfin, même si l'offre, je la mets entre pincettes, même si beaucoup de personnes parlent de cette offre, je veux dire que elle vient pas de club de Nîmes. D'accord. En gros, c'est un peu compliqué de confirmer que c'est une offre officielle. Mais bon, peut-être qu'il a joué cette carte avec son père. Mais moi, je le comprends. Donc, a priori, la situation, l'Espérance, ils l'ont géré rapidement, en tout cas. Mais il ne veut pas le lâcher. C'est ça, voilà. Donc, il a eu gain de cause à voir comment il a été augmenté, mais en tout cas, c'est un joueur qui représente un peu l'avenir du club, hein, faut pas l'oublier. Moi, j'aurais bien voulu qu'il augmente, j'aurais bien voulu qu'il fasse sa demande de prolongation quand il est déjà installé dans le 11, indéboulonnable, avec Koulibaly à côté, par exemple. Là, d'accord, là, il a des prétentions salariales, etc., etc. Donc, je sais pas. Après, pour moi, c'est légitime. Pour moi, c'est légitime. Hein, et de toute façon, ça fait partie aussi d'une tendance globale où tu vois dans tous les clubs du monde entier, tu as les jeunes qui poussent à la porte pour être valorisés. Ça, tu peux pas y échapper. Par contre, pour moi, Ben Ramadan, là, ce qu'on se dit, c'est qu'il privilégie uniquement l'aspect financier. Le gamin, il n'a que 20 ans, il doit faire attention. Dans sa période actuelle, il doit privilégier le temps de jeu. Il doit être sûr d'enchaîner les matchs. Les matchs à haute intensité. Sur ce point-là, là, je te rejoins, Annie. Sur le fait qu'il demande plus de temps de jeu, ça, je peux très bien comprendre. Mais qu'il demande un salaire d'un international confirmé, moi, t'as vu, pour moi, pour l'instant, c'est pas un international confirmé. C'est pas un international confirmé à l'Espérance encore. Voilà. Peut-être un jour, je l'espère, et je pense qu'il a de bonnes qualités pour le devenir. Je pense qu'il le sera. Et pour l'instant, c'est pas un patron sur le terrain. Walid qui aura plus les matchs de l'Espérance que moi, mais Ben Ramadan, c'est pas le patron sur le terrain. Peut-être futur, dans le futur. Maintenant, futur. Comme disait Heidi, c'est un joueur pétri de qualité. À la base, je rappelle, il jouait 10 à la base. Marine Chaben, il a eu la bonne inspiration de le mettre devant la défense, un peu une reconversion à la Pirlo. Mais Regista, c'est ça? Regista, voilà. Mohamed Ali, il a d'excellentes qualités techniques. Physiquement, il est très très bien. Il est doté d'une bonne qualité de contrôle, une bonne vista. Maintenant, c'est comme tu disais, Khaled, c'est pas encore le patron. Il a pas encore cette légitimité pour venir aller taper sur la table. Mais tout ce qui a entouré cette affaire a été un peu exagéré quand même par certains médias. Parce que, d'après les infos que j'ai eues, il n'y a pas eu justement ce tapage et ce bras de fer entre guillemets entre l'Espérance et le joueur. Dont le papa aussi, c'est un vrai espérantiste. C'est quelqu'un, je crois qu'il est toujours dans le giron de l'Espérance. Il est photographe, je pense. Donc il y a pas cette tension en fait. Il n'y a pas eu de tension. C'est juste que les personnes se sont réunies pour dire voilà, on souhaite améliorer le contrat. Et derrière, apparemment, ça a été fait. Maintenant, ce qui a manqué, c'est que l'Espérance ne communique pas sur ce sujet, n'a pas communiqué sur ce sujet. On aurait voulu. Et exactement, c'est parmi les faiblesses qu'on avait abordées dans le hors-série. L'Espérance choisit la non-communication comme type de communication. Oui, là, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. C'est vrai. Dans justement le dernier exemple de Londres. Il devrait s'inspirer de grands clubs quand ils prolongent un joueur. Tu fais un communiqué de presse, etc. D'ailleurs, une petite question pour toi, Walid. Raïd El Feda, ça y est, il part là. Oui, il est partant. Oui. Il a signé libre en Croatie, c'est ça. Oui, il a un bon de sortie. Il n'y a pas de sujet sur lui. D'accord. Non, mais il n'est pas un bon de sortie. Il n'est pas aussi. Il est pas contrat. Il a signé un pré-contrat. Il a signé un pré-contrat. Il est parti. En tout cas, pour moi, c'est
le sujet des jeunes de l'Espérance de Tunis qui partent comme ça, là, je veux pas Ça parler me rappelle de un certain mécanisme. club de la capitale aussi. Oui, Mais moi, ça me mais c'est un rappelle. vrai sujet, c'est un vrai Ça me sujet. rappelle, Oui. ça me rappelle aussi, Walid va confirmer, le départ en catimini à l'époque de Ahmed Sessi, qui était considéré comme la future pépite du centre de formation de l'Espérance et qui au final a végété dans la réserve d'Offenheim et au final n'a pas forcément percé, quoi. Ouais, c'est très différent. Il est parti presque à même pas à 18 ans. Très, très jeune, ouais. Il a Très, fait un très match. jeune. Il a fait un match. Il a fait un bout de match il a fait un bout de derby, un bout de match de derby. C'est un joueur impressionnant. Je connais un arbitre qui officiait chez les jeunes. Il me disait quand je voyais ce Ahmed Sessi jouer, c'est comme si tu avais Messi devant toi. Il commençait à être distrait, il sifflait plus, il commençait à regarder le joueur jouer. Il driblait tout le monde. C'était un phénomène. Après, peut-être son papa a pris certaines décisions qui se sont avérées infructueuses. Après, les carrières, elles sont comme ça. Parfois, Oui, non, mais ça, on est d'accord. Tu fais un choix et soit ça marche, soit ça marche pas. Après, Mais c'était prématuré l'Europe, pour répondre à c'est Safran. exactement. Il est parti très, très, très jeune, en fait. Eh ben, Ouais. parfait, les gars. Vas-y, je pense, vas-y, Sofiane. Pour terminer. 2 secondes, ça va être rapide. Vas-y. Moi, je pense que Mohamed Ali Ben Ramzan, voilà, excusez-moi, je confonds toujours avec Makram Ben Ramzan, le basketteur, excusez-moi. Malgré que tous les deux sont grands. Exactement. Tant que c'est pas Mondar Ben Ammar, Ouais. ça va. Très bon chanteur. Et donc du coup, oui, pour Ben Ramzan, du coup, je pense que voilà, c'est totalement légitime de sa part, vu le salaire qu'il touchait, il touchait pas beaucoup, et je pense que voilà, son développement va se faire au cours de l'année prochaine, fin de la saison prochaine et de la saison d'après, à l'Espérance, et c'est une perspective d'avenir plutôt intéressante, on va dire, pour l'Espérance et bien entendu pour la sélection. Parfait. Bon, on avait d'autres infos mercato à vous dire, Oui. mais on manque de temps. On en reparlera dans les prochains podcasts, pardon. J'en bafouille. On va terminer par la minute. Voilà, la minute libre. Et pour conclure cette émission, Heidi, je te laisse encore commencer. Alors, moi, pour cette fois, j'ai choisi un sujet qui me tient encore à cœur et pour lequel j'en ai parlé la semaine dernière. C'est encore une fois le stade du 15 octobre à Bizerte. Je suis désolé, je me répète, hein. Mais encore, il y avait une réunion cette semaine au siège du ministère de la Jeunesse et du Sport en Tunisie, pour laquelle il y avait le président Abdeslam Saïden qui était présent. Et malheureusement, la réunion s'est arrêtée. Enfin, il a quitté la salle des réunions. Et le club de Bizerte se trouve sans stade. Les joueurs, ils sont en grève depuis 5 mois, je crois 5 ou 6 mois. Ils sont pas payés. Ils devraient retourner à l'entraînement. Ils l'ont pas fait. Ils ont fait des promesses pour revenir la semaine prochaine, mais tant qu'ils sont pas payés, ils reviendront pas à l'entraînement. Et du coup, l'état du club de Bizerte, le CAB, me fait vraiment de la peine et m'inquiète. Ouais, le CAB est vraiment dans un sale état. Et ça, il est dans un état vraiment très, très, très inquiétant et très dangereux. Et moi, je tire la sonnette d'alarme. Il faut faire quelque chose pour le CAB en Tunisie. J'espère en tout cas que les autorités vont réagir. Voilà. En tout cas, le message est passé, et on va surveiller de très près la situation du CAB. Annie, vu que tu es nouveau dans l'émission, je te laisse 1 minute pour dire... Je vais conclure, moi, avec une note positive. Hein. J'aurais pu parler des derniers chiffres des dettes du club africain, mais ça, on va le laisser de côté. J'ai envie de bien dormir ce soir. On a fait plusieurs émissions sur ça. Moi, je suis ravi de revoir un peu de foot. Mais j'ai regardé le Betis hier, le derby de Séville, comme beaucoup. Ça m'a pas enchanté, mais je suis vraiment content de la reprise de la Première Ligue. Moi, j'attends avec impatience le match de Tottenham contre United. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enchante pour moi et qui me fait vraiment plaisir actuellement. Parfait, merci. Écoute, Sofiane, je te laisse la parole. Ne nous parle pas du Milan AC Juve qui était là ce soir. Hein. Non, parce que déjà je n'ai pas parlé de ces 2 clubs-là. D'accord. Voilà, je sais. De deux, son nom interiste.
d'accord. Je suis Nerazzurro et je vais parler d'une légende du club, donc de l'Inter, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc c'est 41 ans. C'est Diego Alberto Milito, surnommé Il Principe, un attaquant. La Ligue des Champions en 2010, alors. Exactement. Le doublé contre le Bayern. Triplé. Non. Ah, doublé, tu parles. Non, doublé contre la finale. La finale. Les deux buts contre le Bayern et le triplé de 2010, seul club italien qui l'a fait. Donc Diego Milito, voilà, il a été formé au Racing, très grand club argentin. Il est allé au Genoa ensuite. Après, il a fait une intermède de 4 ans à Saragosse, où il a joué avec son frère, donc Gabriel, qui par la suite ira au Barça. Ouais. Ensuite, il retourne en Serie A au Genoa. Puis, il signe à l'Inter pendant 5 saisons. Et puis, finira sa carrière au Racing. La force de Milito était, on va dire, son placement et son sens du but assez aiguisé, assez développé. Et lors de tous ces clubs, passages, dans ces clubs, dans les différents clubs que j'ai cités auparavant, il a maintenu une moyenne impressionnante de 1 but tous les 2 matchs. Ça vous montre à quel point cet attaquant a été décisif. Hélas, avec l'Argentine, c'est un peu un rendez-vous raté. Exactement. Je voulais souligner 25 sélections, 4 buts. Il participe, pourtant, il est le meilleur attaquant pour moi d'Europe en 2010 et il n'est même pas sélectionné dans les 23 de Diego Armando Maradona. Ouais. Que vergogna. Ah, on a perdu Sofiane. Ok, très bien. Parfait. Walid. Oui. Que vergogna. Merci. Voilà. Alors pour moi, ça va être, je vais rester un peu dans l'Italie et je vais parler rapidement d'un coach que j'adore et qui vient de fêter ses 61 ans, qui est le Mister Carlo Ancelotti. Oui, Ancelotti, j'ai vu le tweet. Ouais. En fait, il a beaucoup de qualités, Ancelotti, surtout humainement, et il est reconnu pour sa méthode qui s'appelle le leadership tranquille. Moi, ce que j'ai apprécié, quand Ancelotti a été contacté par Chelsea, il venait en superstar du coaching. Il a tout remporté avec le Milan comme joueur, comme coach. Dans d'autres circonstances, il fallait juste qu'il dépose une signature. Exactement. Et il semblerait qu'en 2009, lorsqu'il a été vu en entretien par le board de Chelsea, on lui a préféré Scolari pour le niveau d'anglais, apparemment. Mm-hmm. Et ce qui m'a vraiment... C'était l'un de ses défauts à Ancelotti. Une de ses faiblesses. Un peu comme Emery... Voilà. Un peu comme Emery là sur Arsenal, qui clairement on voit qu'il parlait pas du tout bien anglais. Les good evening commencent à être moqués sur ça. Good evening, yeah. Good evening. Et du coup, Ancelotti en fait a fait un truc qui m'a vraiment impressionné. Il est revenu dans la course après le départ de Gosciedink et de Scolari, et on l'a envoyé aux Pays-Bas avec son vieux assistant, Di Michele, je crois. Et ils ont fait une semaine de cours d'anglais intensifs. Et pour lui, c'était un vrai challenge. Et il a mené sa première conférence de presse devant plus de 200 journalistes. Il a vraiment assuré. Il a commencé à plaisanter. On sait qu'Ancelotti est un type délicieux, donc qui aime bien blaguer, il aime bien faire des blagues comme ça. Et c'est justement cette humilité, cette capacité de se remettre en question qui m'a vraiment bluffé chez Ancelotti. Et je sais que de grands entraîneurs, entre guillemets, tunisiens, n'ont jamais fait de recyclage durant leur carrière, aucun stage à l'étranger. Ils se croient les rois des coachs. Alors que, voilà, on voit qu'Ancelotti, il n'hésite pas à aller faire des cours intensifs d'anglais pour avoir son job. Et Walid, juste pour répondre sur Ancelotti rapide, tu as souligné, en fait, sa capacité, on va dire, enfin, son anglais qui est très bon. Je te conseille de voir l'anglais de Zari. Tu vas saigner du nez, comme dirait l'autre. Voilà. Okay. Parfait, Walid. En tout cas, au PSG, il avait laissé de bons souvenirs. Le père Ancelotti. Ouais, moi aussi. Et ben moi, mon mot de la fin, ça va être un tournoi de football qui s'est passé en Tunisie, El Maha, qui se déroulait au parc national de Bouhedma à Mezouna. Oh là là. Voilà. Donc, d'ailleurs, El Tashkila a mis un petit tweet avec plusieurs photos, très très belles photos, dans notre quartier,
avec des vieux comme ça qui regardaient, etc. On dirait, c'est où, Heidi? C'est assez de Mezzone, c'est assez de Bozid. C'est au centre de, oui, c'est au centre de la Tchéquie. D'ailleurs, un petit coucou à notre ami Ziad Artaïa qui écrit en arabe et qui nous suit. C'est un excellent journaliste, un très bon gars. Commentateur Voilà. aussi. Commentateur. Ouais. Voilà. Donc un magnifique tournoi qui s'est déroulé. On a pu voir des vidéos sur YouTube où le gardien, enfin, il y a une séance de tir au but où la balle a tapé le poteau et ils ont gagné le tournoi et c'était une euphorie digne de Cannes 2004, si je peux me le permettre. Non, franchement, c'était beau à voir et on aime voir ce genre de les photos sont vraiment belles. Hein. Ouais. Les photos sont vraiment belles. Voilà. Donc je vous invite à aller voir sur le compte Twitter des Tashki, là vous allez trouver le tweet. Malheureusement, on peut pas vous le partager via le tweet, mais voilà, vous allez sur le Twitter des Tashki, vous allez retrouver très rapidement le tweet de ce tournoi. Qui nous rappelle beaucoup d'humilité. Quand t'es jeune, on jouait pour beaucoup de tournois comme ça, dans des Batha, etc. M'en parle pas. Ça rappelle des bons souvenirs. Demain, c'est la Cannes de Toulouse. Donc, voilà, la Cannes de Toulouse. On est en plein là-dessus. Et voilà, c'est ce mot de la fin que le podcast se termine. Un grand merci à Henny. Merci à vous. C'était un vrai plaisir pour moi. Plaisir partagé, frérot. Et Heidi. Merci. J'espère qu'on a passé un bon moment avec vous et à la prochaine, Charles. Sofiane, qui était déchaînée ce soir. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Content de partager l'antenne avec Henny aussi. Parfait. Toute l'équipe. Ok, parfait. Bon, il y a eu des petites coupures, mais on a compris ce que voulait dire Sofiane et Walid. Merci tout le monde, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment avec vous. Encore bienvenue Henny dans l'équipe et à très vite pour d'autres podcasts. Voilà, donc merci à tous. Voilà, pour moi, j'ai passé encore un bon moment. Ça a été rapide. Ça passe toujours vite quand on parle de football, un sport qui nous passionne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Très certainement, après ce podcast-là, chronologiquement, il y aura la partie 2 du podcast sur la Cannes 2004. Et bien évidemment, d'autres podcasts sur l'actualité ou un autre hors-série. Restez branchés, abonnez-vous dans les différentes plateformes de streaming pour ne rien rater de des podcasts et Tashkila. Ciao, ciao.